La marine des États-Unis possède 11 groupes aéronavals autour de porte-avions. Elle contrôle une puissance de feu naval combinée supérieure à celle des 13 marines suivantes de la planète. Elle dispose de systèmes satellitaires capables de suivre un seul pétrolier sur 6000 milles d'océan ouvert. Et le 3 mai 2026, un commandant naval américain a déposé un rapport interne qui a ensuite été divulgué à 3 publications distinctes spécialisées dans le renseignement. Le rapport ne décrivait pas une victoire. Il décrivait un problème que les planificateurs militaires américains avaient appelé en privé, et, je cite directement, une architecture de menace pour laquelle nous n'avons pas de réponse nette. Pas une menace gérable, pas une menace contenue, une architecture de menace pour laquelle ils n'ont pas de réponse nette. Laissez cela s'installer un instant. Pendant que Washington disait au monde que l'Iran s'effondrait, que le blocus fonctionnait, que les réservoirs de stockage de l'île de Kharg étaient à quelques jours de déborder, l'Iran faisait autre chose. Dans le détroit d'Ormuz, il mettait en place quelque chose que l'armée la plus sophistiquée de la planète n'avait pas pleinement anticipé. Pas avec des porte-avions, pas avec des missiles balistiques, avec quelque chose de beaucoup moins cher, de beaucoup plus difficile à arrêter et de beaucoup plus permanent dans ses conséquences. Ce n'est pas une superpuissance qui gère une crise. C'est une superpuissance qui découvre que les règles du jeu ont changé pendant qu'elle jouait encore selon les anciennes. Et ce que vous allez entendre, c'est l'histoire de la façon dont l'Iran, un pays étranglé par le blocus naval le plus sophistiqué de l'histoire moderne, transforme simultanément le détroit d'Ormuz en quelque chose que l'armée américaine n'a jamais rencontré auparavant, un piège qui devient plus dangereux à mesure que l'Amérique pousse plus fort. L'Iran vient d'activer sa doctrine complète de guerre des mines en couche pour la première fois depuis 1988. Les chasseurs de mines américains opèrent dans des conditions pour lesquelles ils n'ont pas été conçus. 3 commandants de groupes aéronavals auraient demandé au Pentagone des mises à jour de doctrine tactique. Lloyd's of London a maintenant classé l'ensemble du golfe Persique comme zone à risque de guerre pour la première fois en 38 ans. Et les primes d'assurance maritime ont augmenté si fortement que plusieurs entreprises énergétiques européennes disent en privé à leur gouvernement que le calcul ne fonctionne plus. Chaque couche de cette histoire est plus lourde de conséquences que la précédente. Commençons là où cette histoire doit commencer. Le détroit d'Ormuz, 34 km de largeur, à son point le plus étroit. Seulement 34 km séparent le golfe Persique du golfe d'Oman et de l'océan ouvert au-delà. Selon l'Agence internationale de l'énergie, environ 20 millions de barils de pétrole passaient chaque jour par ce corridor avant l'escalade de ce conflit. 20% de tout l'approvisionnement mondial en pétrole transporté par mer. La Chine reçoit par ce passage environ le tiers de tout son pétrole importé. Le Japon en dépend pour environ 85% de ses importations de brut. La Corée du Sud, 80%. L'Inde, près du tiers de tout son pétrole transporté par mer. Les pays européens reçoivent collectivement de 12 à 14% de leur gaz naturel liquéfié du Qatar par ce seul passage étroit. Et le détroit n'est pas seulement étroit, il a la forme d'un goulot d'étranglement. Le véritable chenal navigable, la voie où les pétroliers à fort tirant d'eau peuvent transiter en sécurité, ne fait qu'environ 3 km de largeur dans chaque direction. 3 km. Un superpétrolier transportant 2 millions de barils de pétrole brut mesure 450 mètres de long. On fait passer des navires de près d'un demi-kilomètre de longueur dans un chenal d'à peine 3 km dans les deux sens simultanément, dans des eaux où l'Iran contrôle la côte nord depuis toute l'ère moderne. Les forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran ont des bases à Bandar Abbas, sur l'île de Keshm, sur l'île d'Abu Moussa, ainsi que sur la Grande et la Petite Tombe, des îles dont la souveraineté est contestée par les Émirats arabes unis depuis 1971, mais que l'Iran contrôle physiquement et militarise depuis plus de 50 ans. Ils ne surveillent pas le détroit à distance. Ils sont à l'intérieur. Et pendant des décennies, les stratèges navals occidentaux ont compris cela. L'évaluation était toujours la même. L'Iran pouvait menacer le détroit, harceler la navigation, augmenter les coûts, compliquer le transit. Mais le fermer complètement, maintenir une fermeture face à une réponse navale américaine déterminée, non. Cette évaluation a été faite dans un monde qui n'incluait pas ce que l'Iran a passé les 4 dernières années à bâtir discrètement.
Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées contre les infrastructures nucléaires et militaires iraniennes. L'Iran n'a pas attendu. En moins de 72 heures, les forces iraniennes ont commencé à exécuter ce que des analystes militaires appellent maintenant l'opération de déni d'accès la plus complète jamais tentée dans le Golfe Persique. Et la première chose qu'ils ont déployée n'était pas un missile, c'était une mine. Selon des informations de Jones Defense Weekly, ces données ont été confirmées par des communications de la 5e flotte américaine interceptées et publiées par 3 publications distinctes spécialisées dans le renseignement. Les forces navales iraniennes ont commencé à miner le détroit d'Ormuz avec une combinaison de mines à orin à contact, de mines d'influence posées sur le fond, et de ce que des experts ont identifié comme des versions modifiées de la mine de type EMAC-52 à propulsion par roquette. Cette arme reste dormante sur le fond marin et lance une roquette explosive vers le haut lorsque la signature acoustique d'un navire correspond à ses paramètres de déclenchement. Ce ne sont pas les mines marines de la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont pas de simples dispositifs qu'un dragueur de mines peut neutraliser en tirant un câble et en les faisant exploser sans danger. La variante EMA-52 et ses successeurs développés par l'Iran sont ce que les ingénieurs navals appellent des mines intelligentes. Elle discrimine les cibles, un bateau de pêche passe au-dessus d'elle, rien ne se produit. Un dragueur de mine militaire passe au-dessus d'elle, rien ne se produit, parce que la signature acoustique et magnétique ne correspond pas au profil de la cible. Un pétrolier de 150 000 tonnes, avec un fort tirant d'eau, une signature d'hélice précise et une anomalie magnétique distincte, passe au-dessus d'elle, et la mine se lance. Le capitaine James Holloway, spécialiste retraité de la guerre des mines de la marine américaine, l'a décrit au Naval Institute dans des termes inhabituellement directs pour une publication de ce type. Il a dit, et je cite, « Nous n'avons pas fait face à une menace de guerre des mines de niveau pair dans aucun théâtre opérationnel depuis la guerre de Corée. » Ce que l'Iran a déployé dans le détroit représente un saut générationnel de capacité que nos moyens actuels de dragage des mines n'ont tout simplement pas été acquis pour contrer à cette densité et à ce niveau de sophistication. Pas à cette densité, pas à ce niveau de sophistication. C'est pas un officier retraité qui dramatise. C'est un spécialiste de la guerre des mines qui utilise le langage de son domaine technique pour dire quelque chose de précis. La capacité de dragage des mines de la marine américaine n'a pas été conçue pour cela. Voici comment fonctionne réellement la stratégie iranienne de guerre des mines, parce que comprendre le mécanisme rend les conséquences lisibles. L'Iran ne s'est pas contenté de jeter des mines au hasard dans le détroit. Selon une analyse publiée par le Center for Strategic and International Studies et corroborée par des images satellites examinées par plusieurs firmes de renseignement maritime, l'Iran a exécuté une doctrine connue sous le nom de superposition de déni de zone. La couche extérieure, les approches du détroit depuis le golfe d'Oman, a reçu une densité plus faible de mines, principalement des mines à orin à contact en eau plus profonde. Leur but n'est pas de couler des navires immédiatement. Leur but est de forcer les navires à ralentir, à demander une escorte et à attendre. Attendre coûte cher. Chaque jour où un superpétrolier reste au large en attendant un corridor de transit dégagé coûte à son opérateur entre 150 000 et 250 000 $ en frais d'affrètement, en coût d'équipage et en primes d'assurance. Et ces primes d'assurance sont devenues une arme en soi. Le Joint War Committee de Lloyd's of London a désigné l'ensemble du golfe Persique comme zone à risque de guerre le 17 avril 2026. Il s'agissait de la première désignation de ce type pour tout le golfe Persique depuis 1988, à la fin de la guerre des pétroliers. Cette désignation a immédiatement déclenché des surcharges de risque de guerre sur l'assurance de coque pour tout navire transitant par le golfe. Ces surcharges, selon les données de taux publiés par le courtier maritime Gallagher, sont passées d'un niveau de base d'environ 0,1% de la valeur du navire par voyage en train, 5% et 5% dans les premières semaines d'avril. Pour un superpétrolier d'une valeur de 120 millions de $, cela représente un coût d'assurance pouvant atteindre 2 millions de $ pour un seul voyage, en plus du taux d'affrètement. En plus des primes de danger pour les équipages que les syndicats en Grèce, aux Philippines et en Corée du Sud ont commencé à demander et à obtenir.
Les compagnies maritimes ne sont pas des organismes de charité. Ces coûts se répercutent directement dans le prix par baril de chaque baril de pétrole qui réussit à transiter par le détroit. Mais la couche intérieure du champ de mines iranien, le chenal réellement navigable, est l'endroit où le génie stratégique devient véritablement troublant. Les principaux moyens de dragage de mines de la marine américaine dans la zone d'opération de la 5e flotte sont les navires de contre-mesure de mines de classe Avenger. Il y a actuellement 4 navires de classe Avenger affectés à la région. Chacun peut balayer un corridor d'environ 1 mille de largeur à une vitesse d'environ 5 à 8 nœuds au moyen de ces systèmes de dragage mécanique et d'influence. Le chenal navigable du détroit d'Ormuz qui doit rester dégagé pour permettre un trafic commercial significatif mesure environ 6 km de largeur et environ 90 km de longueur dans ses sections les plus resserrées et les plus dangereuses. Faites le calcul, pour balayer ce corridor assez minutieusement afin de le certifier sécuritaire pour le transit commercial, dans des eaux où l'Iran peut réensemencer des mines à partir de vedettes rapides opérant la nuit depuis sa propre côte. À seulement quelques kilomètres, la marine américaine aurait besoin de moyens qu'elle n'a pas déployés à l'avant en nombre suffisant. Et l'Iran le sait, ce n'est pas une erreur de calcul de la part de Téhéran. C'est un calcul que les planificateurs navals iraniens font depuis plus d'une décennie, depuis qu'ils ont d'abord acquis puis rétroconçu la mine EMAC 52 à partir de spécifications techniques chinoises au milieu des années 2000. La stratégie porte un nom dans la doctrine militaire iranienne. On l'appelle la stratégie du moustique. Appliquée au déni maritime, elle ne consiste pas à gagner une confrontation directe, mais à rendre le coût de la confrontation si continuellement, imprévisiblement, est asymétriquement élevé, que le soutien politique intérieur de l'adversaire à l'opération s'érode plus rapidement que sa capacité militaire. Et c'est ici que cela commence à croiser la politique intérieure américaine d'une manière qui devrait véritablement inquiéter tout analyste qui observe cette situation. Le pétrole brut Brent se négociait autour de 83 $ le baril en janvier 2026. Le 21 avril 2026, il avait dépassé 127 $ le baril, une hausse de 53% en moins de 4 mois. Le prix moyen de l'essence au détail aux États-Unis a franchi 4,30 $ le gallon à la mi-avril. En Californie, il a franchi 5,90 $. Ce sont des chiffres que les électeurs américains remarquent, ce sont des chiffres que les sénateurs américains des États consommateurs de pétrole remarquent. Et la pression politique que ces chiffres génèrent ne retombe pas sur Téhéran, elle retombe sur Washington. Mais les mines ne sont que la première couche, parce que l'Iran a jumelé son opération de pose de mines à quelque chose que les analystes navals décrivent comme le déploiement de véhicules de surface et sous-marins sans équipage le plus significatif sur le plan opérationnel. Dans l'histoire de la guerre navale, la marine du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran développe et déploie depuis plus de 6 ans ce qui est officiellement classé comme des véhicules de surface sans équipage ou USV. Ils portent des noms comme Martyr Abu Mahdi, d'après le commandant de milice irakien tué aux côtés de Qassem Soleimani en 2020. Ils sont rapides. Certaines variantes atteignent 60 nœuds, plus vite que n'importe quel chasseur de mines américain et plus vite que la plupart des patrouilleurs. Ils sont consommables, coûtant entre 40 000 et 200 000 $ chacun, selon la charge utile et la variante. Et ils opèrent dans le détroit d'Ormuz en SM. Selon des rapports d'incidents de la 5e flotte américaine cités par Reuters et The War Zone, entre le 15 mars et le 28 avril 2026, les moyens navals américains dans le détroit ont enregistré 73 incidents distincts d'approche par USV, des cas où des véhicules de surface iraniens sans équipage ont effectué des approches agressives vers des navires de la marine américaine ou des navires commerciaux sous escorte américaine. 73 incidents en 44 jours, cela représente plus d'un incident et demi par jour, tous les jours, sans interruption. Chaque incident exige une réponse. Un destroyer de la marine américaine répondant à un essaim d'USV entre en dépense entre 500 000 et 2 000 $ en tir naval, en munitions de systèmes d'armes rapprochés et en ressources d'interdiction de petites embarcations par incident. Le coût pour l'Iran de lancer l'USV, 40 000 à 200 000 $, le coût pour l'Amérique de l'arrêter jusqu'à 2000 000 $. C'est ce que les planificateurs militaires iraniens veulent dire lorsqu'ils parlent de guerre asymétrique. Ils ne cherchent pas à couler un destroyer américain.
Il cherche à vider un budget logistique américain, à épuiser les rotations d'équipage américaines et à accumuler un coût économique et politique que le public intérieur de Washington finit par juger trop élevé à payer. Farzin Nadimi, chercheur associé au Washington Institute for Near East Policy, l'a formulé dans des termes qui méritent qu'on s'y arrête. Il a déclaré à Defense News, l'Iran n'a pas besoin de gagner un seul engagement naval pour atteindre son objectif stratégique dans le détroit. Il doit rendre le détroit assez coûteux, assez imprévisible et assez toxique politiquement pour que le calcul coût-avantage de Washington bascule. C'est un objectif atteignable. Et ils le poursuivent méthodiquement. Atteignable, ce mot mérite attention. C'est un moment critique pour faire une pause, parce que ce que nous avons couvert jusqu'ici, c'est le tableau tactique. Les mines, les drones, les coûts d'assurance, l'économie asymétrique, mais sous tout cela se trouve une couche stratégique beaucoup plus lourde de conséquences. Et elle implique une décision prise non pas à Téhéran, non pas à Washington, mais à Pékin, qui change tout le cadre de ce que l'Iran tente de faire et explique pourquoi les États-Unis découvrent peut-être que leurs options sont beaucoup plus limitées que leurs déclarations publiques ne le suggèrent. Le 9 avril 2026, un navire de recherche battant pavillon chinois, le Hei Yangdiji 22, a été photographié par imagerie satellite commerciale alors qu'il opérait dans les approches orientales du détroit d'Ormuz. Les navires de recherche effectuent des relevés océanographiques. Ils mesurent la température de l'eau, la salinité, la vitesse des courants et surtout pour des fins navales, les propriétés acoustiques. Les propriétés acoustiques de l'eau à différentes profondeurs déterminent la façon dont le son s'y propage. Cela détermine la difficulté de détecter les sous-marins. Et cela détermine l'efficacité de la guerre anti-sous-marine dans toute portion d'océan donné. Le Hei Yangdiji 22 est resté dans ces eaux pendant 11 jours. Ce n'était pas la première fois. Selon les registres compilés par la plateforme de suivi maritime Marine Traffic et analysés par l'Asia Maritime Transparency Initiative, des navires océanographiques chinois ont mené des relevés dans l'est du golfe d'Oman et dans les approches du détroit d'Ormuz à 6 occasions distinctes depuis 2020 et 1. La Chine ne partage pas ces données avec la marine américaine. L'Iran est parti à l'accord de coopération de 25 ans signé avec la Chine en 2020 et un accord qui comprend des dispositions de partage du renseignement qui n'ont jamais été entièrement divulguées publiquement. Et l'Iran exploite depuis les années 1990 des sous-marins de classe Kilo fournis par la Russie, des sous-marins qui deviennent beaucoup plus difficiles à suivre et à contrer lorsque quelqu'un a passé des années à cartographier les conditions acoustiques précises des eaux où il patrouille. L'avantage de la marine américaine en matière de guerre anti-sous-marine dans la région du Golfe Persique dépend largement de son renseignement acoustique, de sa connaissance, de la façon dont le son se comporte dans ces eaux précises, à ces profondeurs précises, à ces moments précis de l'année. Si cette carte acoustique a été mise à jour et partagée avec les planificateurs navals iraniens par un intermédiaire chinois, la capacité de détection sous-marine de la marine américaine dans le détroit se dégrade d'une manière qui n'est pas visible jusqu'au moment où cela compte. Le contre-amiral John Kirby, parlant avant son retour au service gouvernemental, a décrit la logique stratégique dans un document de 2023 pour le Center for a New American Security. Il a dit « La convergence de la collecte de renseignements maritimes chinoise avec les capacités iraniennes de déni de zone dans le golfe Persique représente un scénario de multiplication de forces qui n'a pas été suffisamment simulé dans nos évaluations publiques de la menace. Pas suffisamment simulé. » C'est ce que décrivait le rapport naval interne divulgué, celui que j'ai mentionné au tout début de cette vidéo, une architecture de menace pour laquelle ils n'ont pas de réponse nette, non pas parce que l'Amérique manque de puissance de feu, mais parce que la base de renseignement dont dépend la puissance de feu américaine peut être été systématiquement, discrètement et irréversiblement compromise. Entrons maintenant dans l'appareil d'évaluation de Washington lui-même, parce que la donnée la plus extraordinaire de toute cette analyse n'est pas ce que l'Iran fait dans le détroit. C'est ce que les institutions américaines se disent en privé à ce sujet.
Le 24 avril 2026, le Congressional Budget Office a fait circuler une annexe classifiée à son évaluation des crédits de défense supplémentaires d'urgence. Des portions de cette annexe ont été décrites, sans citation directe, par 3 employés distincts du Congrès, parlant sous couvert d'anonymat au Bureau de sécurité nationale de Politico. L'annexe ne décrivait pas une opération de confinement réussie. Elle décrivait ce que le personnel a caractérisé comme un scénario soutenu d'imposition de coûts, dans lequel les forces iraniennes atteignaient leur objectif opérationnel principal, non pas vaincre la marine américaine, mais rendre les opérations continues dans le détroit financièrement et politiquement insoutenables sur un horizon de moyen terme de 60 à 120 jours. 3 constats centraux sont ressortis de cette évaluation. Premièrement, les moyens actuels de dragage de mines dans le théâtre sont insuffisants pour certifier que le chenal maritime principal est sécuritaire pour un transit commercial sans escorte. Deuxièmement, le coût de fournir une escorte navale continue aux navires commerciaux traversant le détroit, s'il se prolonge au-delà de 90 jours, consommerait tout le budget opérationnel annuel de la 5e flotte et nécessiterait un financement supplémentaire d'urgence. Troisièmement, des compagnies maritimes représentant environ 40% du volume de transit d'avant-conflit dans le détroit avaient déjà indiqué en privé au département d'État qu'elles ne reprendraient pas le transit sans escorte, même après un cessez-le-feu formel tant que le déminage physique ne serait pas certifié, un processus que les ingénieurs navals estimaient devoir prendre entre 4 et 9 mois, 4 à 9 mois, pas des jours, pas des semaines. Des mois pendant lesquels le détroit resterait fonctionnellement entravé, qu'un cessez-le-feu soit signé ou non. Un assistant parlementaire qui a décrit l'annexe à Politico a utilisé un langage qui mérite d'être lu attentivement. Il a dit que l'évaluation générale était que l'Iran avait réussi à convertir le détroit d'Ormuz d'une menace tactique temporaire en un problème structurel persistant. Structurel. Ce ne sont pas des mots qui décrivent une crise en train d'être gagnée. Les perspectives d'octobre 2025 de la Banque mondiale prévoyaient déjà que la croissance mondiale ralentirait à 2-3% en 2026, le rythme le plus lent depuis la période de reprise suivant la Covid, un 9. Cette projection a été faite avant que le Brent dépasse 120 $, avant que Lloyds désigne le Golfe Persique comme zone à risque de guerre, avant que des compagnies maritimes européennes commencent à se détourner vers le cap de Bonne-Espérance, ajoutant de 12 à 14 jours et entre 300 000 et 700 000 $ en coût de carburant supplémentaire par voyage. La route du cap de Bonne-Espérance n'est pas une alternative théorique. C'est ce que les navires font réellement. Maersk, la 2e plus grande compagnie de transport maritime par conteneur au monde, a annoncé le 19 avril 2026 qu'elle prolongeait indéfiniment sa suspension du transit dans le golfe d'Oman pour tous les navires qui ne sont pas spécifiquement sous contrat pour du fret du Golfe. CMA, CGM, la 3e plus grande, a suivi 4 jours plus tard. Les navires qui transitent encore par le détroit le font sous escorte militaire, avec des surcharges de risque de guerre, avec des équipages recevant des primes de danger, et avec des polices d'assurance qui, dans certains cas, coûtent maintenant plus cher que la cargaison transportée. En Allemagne, les prix de gros du gaz naturel ont augmenté de 40 et 1% entre le 1er mars et le 25 avril. Au Japon, le gouvernement a activé sa réserve stratégique de pétrole pour la 3e fois de son histoire. En Inde, qui avait été parmi les acheteurs les plus enthousiastes de pétrole iranien à prix réduit pendant les années de sanctions, le gouvernement a discrètement demandé des discussions d'urgence sur l'allocation de brut avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes unis après que ces chaînes d'approvisionnement liées à Chabahar sont devenues peu fiables. Dans les rues de Téhéran, une miche de pain coûte maintenant 3 fois ce qu'elle coûtait en janvier 2025. Dans les rues de Rotterdam, le mazout de chauffage a dépassé les sommets de la crise énergétique de 2022. Dans les rues de Houston, la pression politique provoquée par les prix à la pompe génère des audiences au Congrès, des débats sur une libération d'urgence de la réserve stratégique de pétrole, et une question de plus en plus inconfortable que des législateurs américains commencent à poser à voix haute. Combien de temps cela continue-t-il? Et à quoi ressemble réellement une victoire? 3 voix se présentent à partir de cette position.
La première, l'Iran et les États-Unis parviennent à un cadre négocié. L'Iran accepte des contraintes significatives sur son programme nucléaire. Le processus de déminage commence sous supervision internationale. Le blocus est levé. Le détroit rouvre graduellement sur une période de plusieurs mois. Les prix du pétrole commencent à baisser. Les deux camps revendiquent une forme de succès. Le problème, la certification du déminage prend entre 4 et 9 mois selon les propres estimations techniques de la marine. Les dégâts économiques sont déjà faits et le précédent est établi qu'un pays disposant des ressources de l'Iran peut imposer une entrave de plusieurs mois au point de passage énergétique le plus critique du monde à un coût fondamentalement asymétrique en faveur de l'Iran. La deuxième, l'impasse se poursuit, les opérations iraniennes de mines et d'USV persistent, les coûts opérationnels navals américains montent vers le seuil du financement supplémentaire. La pression politique intérieure aux États-Unis force une réduction partielle des engagements d'escorte. Les compagnies maritimes confirment leur évaluation privée selon laquelle le transit sans escorte n'est pas commercialement viable. Le détroit devient fonctionnellement une voie maritime restreinte, nécessitant une coordination militaire avancée pour tout transit commercial, modifiant de façon permanente le cadre opérationnel du commerce énergétique mondial. La troisième, les États-Unis escaladent vers des frappes directes contre les infrastructures navales iraniennes, Bandar Abbas, l'île de Keshme, les bases de vedettes rapides, la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, les installations de pose de mines. Cette option comporte le plus faible risque du scénario soutenu d'imposition de coûts. Elle comporte aussi le risque le plus élevé d'escalade régionale, impliquant le Hezbollah, les forces houthis, des frappes de missiles iraniennes contre les infrastructures énergétiques des États du Golfe, et la possibilité d'une intervention diplomatique chinoise qui remodèlerait tout l'environnement stratégique. Ce que nous pouvons dire avec confiance, c'est ceci. L'Iran ne perd pas la bataille du détroit d'Ormuz de la façon dont le message public de Washington le suggère. Il la mène exactement comme sa doctrine l'a prescrit, de manière asymétrique, durable et avec un calcul des coûts qui joue en sa faveur. Chaque semaine où les conditions actuelles persistent, la forteresse peut s'effriter économiquement, mais elle a construit en s'effondrant un véritable piège fonctionnel et parfaitement conçu. Et la marine américaine se tient à l'entrée de ce piège en calculant le coût de le traverser. L'histoire du détroit d'Ormuz au printemps 2026 porte ultimement sur ce qui arrive lorsqu'une doctrine asymétrique rencontre un establishment militaire qui s'est préparé à la guerre précédente. L'Amérique a construit des porte-avions, l'Iran a construit des mines qui coûtent 40 000 $ et qui neutralisent des navires valant 400 millions, l'Amérique a construit des destroyers, l'Iran a construit des SM de drones qu'il peut lancer plus vite que l'Amérique ne peut les intercepter. L'Amérique a construit des sanctions. L'Iran a bâti une mémoire institutionnelle de 44 ans pour y survivre, puis a bâti la doctrine permettant de transformer sa propre vulnérabilité en arme offensive. La supériorité militaire n'est décisive que dans la mesure où les hypothèses qui la soutiennent demeurent valides. Lorsque ces hypothèses changent, lorsque Lloyds reclassifie le Golfe, lorsque Maersk se détourne vers le Cap, lorsque CMA CGM suit, lorsqu'une annexe du Congrès décrit un problème structurel persistant, lorsque les propres spécialistes de la guerre des mines de la marine utilisent l'expression écart générationnel de capacité, lorsque les compagnies maritimes parlent de 4 à 9 mois indépendamment d'un cessez-le-feu, la mythologie de la domination écrasante ne s'effondre pas en un seul moment dramatique. Elle éteint les lumières, une voie maritime à la fois, une prime d'assurance à la fois, une audience du Congrès à la fois, un rapport interne divulgué à la fois. Jusqu'au matin où un commandant naval américain dépose un rapport qui emploie l'expression « une architecture de menace pour laquelle nous n'avons pas de réponse nette », et la question n'est plus de savoir si l'Amérique peut gagner cette confrontation. La question est de savoir ce que coûte la victoire et si le public intérieur, au nom duquel la guerre est menée, est prêt à en payer le prix.